Thomas Soto. Et vous avez la parole à présent dans le cadre des lundis de la primaire au 39-21 pour poser vos questions en direct à Arnaud Montebourg. Et on commence avec Alain. Alain, 43 ans, il vit à Nantes et il est restaurateur. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, monsieur Montebourg vous écoute. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, voilà. Donc, j'ai regardé votre blog et vous parlez d'un malus au CDD. Moi, si je ne peux pas proposer pour des raisons d'activité plus qu'un CDD, j'aimerais donc infliger un malus. Je voulais juste vous informer que ce malus existe déjà, avec les 10% de précarité liés au CDD. Puis je voudrais aussi vous poser la question, votre campagne électorale va durer quelque temps. Est-ce que vous avez embauché les gens en CDD? En quel cas vous allez vous infliger un malus? Et votre campagne également étant soir et week-end, je veux savoir si vous vous infligez également le payé triple et le jour de compensation de repos pour les gens qui travaillent avec vous sur votre campagne. Merci monsieur. Le CDD, aujourd'hui 85% des embauches sont faites en CDD, c'est-à-dire que l'entrée sur le marché du travail est exclusivement précaire. Pour ma part, j'ai recréé un emploi, c'est un CDI, et je pense que la demande de sécurité qui existe dans la société doit être entendue. Le malus existe certes, mais il n'est pas décourageant, puisque nous avons aujourd'hui une situation où la précarité, le précariat est dominant. Il faut que nous trouvions les solutions pour organiser en quelque sorte un peu plus de sécurité, car on nous dit que le marché du travail ne serait pas flexible. Il l'est énormément. À l'entrée, c'est le CDD. À la sortie, ce sont les départs négociés qui ont flambé ces dernières années par millions, où il est possible de licencier. Donc on ne peut pas tout avoir. Soit on a la possibilité de mettre fin, comme c'est le cas dans les départs négociés, à des contrats de travail, et dans ce cas-là, le CDD devient inutile, soit on a le CDD, et dans ce cas-là, on marche vers la sécurité des salariés. Donc il faut que nous trouvions les conditions dans le Code du travail d'un accord, en quelque sorte, pour moi un compromis social historique entre les salariés et les employeurs, qui ont besoin les uns des autres. Entre les uns la flexibilité, ils en ont besoin, les autres ont besoin de sécurité. Et cette recherche-là, elle se fera par la discussion, la négociation. Et l'État sera très actif dans cette discussion, car on a besoin de solutions qui marchent. Avec les syndicats, les patrons, etc. Ouais. Oui. D'ailleurs, donc on vous pourra croyez encore au imaginer, dialogue social? Je suis par exemple favorable à un code des PME, c'est-à-dire qu'on puisse imaginer que dans chaque branche, qui ont des besoins très différents, dans le numérique, on n'a pas les mêmes besoins que dans la mécanique, l'automobile ou l'aéronautique. Je suis favorable à ce que dans chaque branche, dans le cadre général du droit du travail, les partenaires sociaux puissent construire des compromis différents. C'est cela ce que j'appelle une société où on retrouve un lien de confiance. On se fait confiance. Nicole nous appelle de Paris. Elle est médecin, Nicole. Bonjour, Nicole. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Montebourg vous écoute. Bonjour, madame. Je voulais savoir si vous alliez poursuivre la politique de Monsieur Hollande concernant la fermeture des centrales nucléaires, en particulier celle de Fessenheim, dont l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, a dit qu'elle pouvait être prolongée sans conséquence. D'autre part, ça mettrait au chômage environ 2500 personnes. Question très claire, est-ce que vous fermez Fessenheim? Mon ennemi, puisqu'il faut avoir un ennemi, même si cela peut se retourner contre ceux qui le désignent, c'est le carbone, c'est-à-dire les énergies fossiles. C'est là qu'est l'urgence climatique, c'est là que sont les risques de dérèglement climatique pour nos propres enfants. J'ai une petite fille qui vient de naître, je sais qu'elle verra la fin du siècle, si Dieu lui prête vie, eh bien, je sais qu'elle verra aussi les conséquences de nos inconséquences. Donc je propose que nous concentrions nos efforts sur le fossile, le pétrole, le gaz et bien sûr avant tout le charbon. Et c'est là que j'ai fait des propositions dans ma relance écologique pour économiser l'énergie dans la rénovation thermique, ce qui suppose que nous conservions naturellement nucléaire dès lors que nous n'avons pas de problème de sécurité. Pour moi, l'ASN prend des positions extrêmement exigeantes et elle fait son travail. Donc confiance à l'ASN, c'est votre ligne sur le nucléaire. Indépendamment du gouvernement, et c'est un besoin, une nécessité dans une démocratie qu'une autorité de sûreté nucléaire prenne ses décisions. Il y a une loi de transition énergétique qui a fixé une trajectoire sur le remplacement du nucléaire. Cette loi,
elle est raisonnable. Nous allons essayer de la suivre. On ne va pas remettre en cause les lois qui sont décidées parce qu'elle a été difficilement consentie, cette loi. Donc cette loi, vous continuez à l'appliquer. Mais je vais vous dire que l'objectif, c'est d'abord de fermer les centrales à charbon. C'est d'abord ça. Et de demander à nos partenaires européens de faire la même chose. L'Allemagne est devenue le premier pays polluant d'Europe parce qu'ils ont abandonné le nucléaire et ont réouvert les centrales par le charbon, évidemment. Annie nous appelle de Plan-de-Cuc dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Annie. Bonjour. Vous êtes retraitée. Bonjour Annie. Bonjour Monsieur Montebourg. Voilà, c'était pour vous poser la question, que comptez-vous faire pour les petites retraites, vu qu'on n'a pas été augmenté depuis 4 ans? Merci madame de votre question, elle me tient à cœur parce que la question du gel ou du dégel des pensions sera dans cette campagne électorale. Les retraités ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat en raison de l'augmentation des dépenses, des restes à charge, c'est la santé, en raison de la fiscalisation, je parle des veuves, qui ont été attraits en quelque sorte dans l'impôt sur le revenu dont elles étaient exceptées, et aussi en raison finalement du gel des pensions. Donc je vais prendre 2 mesures. D'abord la baisse de la CSG pour les petits revenus, les petits salaires et les petites retraites. Nous allons passer, pour une personne qui est à l'équivalent du SMIC, c'est-à-dire 1 150 € net par mois, nous allons passer de 8% de CSG à 1% de CSG pour ces petits salaires. Pourquoi ? Parce que je suis le candidat de la Société du Travail et de la Feuille de paix. On ne peut pas, dans ce pays, donner le sentiment que ceux qui travaillent ne sont pas remerciés de leurs efforts et reconnus par la société. Et il est inadmissible qu'une femme qui gagne, par exemple, 800 € par mois, travaillant dans un supermarché 20 heures par semaine, paye autant de CSG que vous et moi. Ça n'est pas normal. Donc vous jouez sur ce levier. Je propose que nous baissions la CSG. C'est un effort, finalement, visant à effacer l'austérité fiscale sur les petits revenus. Donc les retraités seront inclus dans cet effort. Passer de 8 à 1 pour les petits revenus, c'est un 13e mois en plus. C'est 100 € par mois pour ceux qui sont au SMIC. Donc pour les retraités, c'est un peu moins, mais cela permet de prendre une mesure non seulement de justice sociale, mais d'efficacité économique. Nous avons besoin que les Français se remettent à faire des projets et regardent l'avenir avec optimisme. Vous allez mettre quelques retraités au travail de nouveau, parce que vous voulez qu'ils filent un coup de main aux profs, à l'éducation nationale, mais ça c'est un autre sujet. C'est vrai, je voudrais bien. Les jeunes retraités qui viendraient des autres pour que les classes soient moins nombreuses, notamment dans le primaire, qui est votre priorité. Pour aider les enfants qui sont en difficulté, ils en prendraient un. 2 questions très rapidement, Marie-Josée sur Europe1.fr. Emmanuel Macron veut rembourser à 100% les soins dentaires, les prothèses auditives et les lunettes d'ici 2022, donc la fin du quinquennat. Et vous, oui ou non ? Je propose une oui, il faut y arriver, mais ça dépend comment et contre quoi. Est-ce que c'est la mutuelle complémentaire dont les prix ont flambé ces dernières années ? Ou est-ce que c'est la mutuelle publique à 10 € que je propose d'instaurer pour les millions de personnes qui n'arrivent pas à se payer une mutuelle ? Parce que c'est ça le sujet. La mutuelle et la complémentaire est devenue hors de prix et vous avez aujourd'hui des petits revenus qui ne peuvent pas se la payer. Donc pour moi, il faut clarifier la proposition. Je trouve que c'est un bon objectif et je peux le partager avec Emmanuel Macron. Dernière question, Pascal sur Europe1.fr toujours. Quelle est votre religion et êtes-vous pratiquant ? C'est dans le débat du moment. Vous me permettrez de répondre très clairement à cette question. Je ne suis pas baptisé. J'ai cherché pendant 54 ans l'existence de Dieu et ses preuves. Je ne les ai pas rencontrées. Je suis ce qu'on appelle un agnostique, c'est-à-dire qui est sensible au mystère de la création, mais qui n'a pas trouvé le chemin de la transcendance. Je respecte d'ailleurs tous ceux qui, pratiquant une religion, à titre personnel, intime et privé, s'accrochent à cette transcendance pour vivre. Et parfois même survivre. Voilà l'état d'esprit dans lequel je suis. Et ceux qui font de la politique avec leur religion, parce que la question... je déconseille à ceux qui ont des convictions religieuses d'en faire un argument politique. Je pense que cela est contraire à l'esprit de la laïcité dans notre pays. Merci Arnaud Montebourg d'être venu ce matin sur Europe 1. Lundi prochain, c'est Manuel Valls qui sera assis dans votre fauteuil. Qu'est-ce que vous lui dites ? Quel conseil vous lui donnez à Manuel Valls ? De reprendre mon programme. Ça lui portera chance.